Allez, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, mardi 29 juin 2021. Au programme du jour, l'annonce d'une conférence, conférence autour de la licence The Witcher. J'avoue que je suis pas spécialement fan, j'aime bien l'univers, mais je suis pas spécialement fan de cette licence, et j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait avoir ce genre de conférence qui regroupe un peu tous les fans de cet univers et des différentes choses réalisées, livres, jeux vidéo, séries. Ça sera bien sûr disponible pour tout le monde sur différentes plateformes et plutôt en virtuel hein, cette année encore, forcément. Mais je suis assez heureux d'apprendre que ce genre d'événement existe aussi pour The Witcher, qui est quand même un univers assez riche et complet. On parlera ensuite de vente de jeux vidéo avec les chiffres de la semaine passée. On les a un peu plus en retard que d'habitude, c'est pas grave, on les a tout de même, c'est le plus important. Et quelques petites surprises hein, dans ces chiffres, ces top 10 ou 5 des ventes, ou 3 même parfois. C'est un peu étonnant. On verra ça ensemble. On parlera ensuite du Xbox Cloud Gaming ou xCloud qui est enfin disponible à peu près partout maintenant. Bien sûr sur PC, mais aussi sur iOS, Android. Vous pourrez accéder avec différents moyens suivant la plateforme, via navigateur ou via une application dédiée. L'application dédiée est toujours mieux, mais certains n'ont pas ouvert les vannes dans leur store d'applications, notamment iOS, c'est dommage. On parlera rapidement d'un casque, un casque Logitech, plutôt entrée de gamme, on n'a pas de prix. J'aurais beaucoup aimé avoir un prix parce que beaucoup de choses vont dépendre de son prix. Il a une allure un peu cheap, mais en échange il est coloré. C'est bien sûr un casque avec micro, hein. C'est pas un casque classique. Donc à voir combien il coûte. En tout cas, pour une fois, on est vraiment allé chercher quelque chose de très coloré, un peu, ça fait un peu objet d'été, même si ce sera quand même un casque pour toute l'année. Il sera avec beaucoup de plastique, mais l'avantage c'est qu'il sera plutôt léger, donc à voir ce que vous cherchez, et normalement il devrait être accessible. Et ça c'est pas mal important aussi. La qualité à un prix accessible, c'est pas mal. On parlera ensuite de config gaming, d'abord deux PC portables aux alentours de 2000 €, mais équipés d'une 3080 avec des plutôt très grosses configs hein, pour des PC portables. Déjà 3080, mais aussi au niveau du processeur. Des configs qui peuvent être intéressantes si vous voulez un PC portable qui fait assez peu de compromis. Il faudra quand même souligner qu'un PC portable est difficilement équivalent à un PC fixe en termes de performance si vous allez chercher vraiment le très haut de gamme. Du coup on verra juste après des petites configs PC fixe avec là aussi différents budgets, différents prix, différentes utilisations. Et encore une fois, un des meilleurs moyens d'être sûr d'acquérir la carte graphique que vous voulez. Alors encore une fois, pas au prix le plus juste, hein, malheureusement. Mais vous êtes sûr, il y a du stock. Il n'y a pas de délai avec des durées indéterminées. Vous pouvez vraiment les acheter. Par contre, ça vous oblige à acheter tout un PC d'un coup. Et ça vous enlève la possibilité de le faire vous-même, ce qui est un peu embêtant aussi. On finira avec les cartes graphiques. Intel qui commence à parler de ces cartes graphiques dédiées au gaming, les fameuses Intel DG2. On commence à avoir eu quelques informations, mais voilà, ça reste des informations sur des prototypes, donc il ne faut pas se fier à ce qui apparaît sur les outils de benchmark, tout ça, tout ce qu'on voit sur internet en ce moment. Effectivement, on a des résultats de benchmark sur des prototypes qui peuvent ou pas représenter le produit final. Donc il faut toujours faire attention. Et on finira comme d'habitude avec les stocks et les prix des cartes graphiques en ce mardi.
Et comme d'habitude, hein, pas mal de références, oui, mais quasiment que dans le haut de gamme, et des premières cartes gaming qui sont déjà à des prix très élevés. On commence du coup tout de suite avec la WitcherCon. J'avoue que grande nouvelle, hein. Pour moi, je n'étais pas du tout au courant que ce genre d'événement existait. Donc il est là pour réunir du coup tous les fans de The Witcher, des livres, des jeux vidéo, un jeu de plateau, un jeu de cartes. Beaucoup de choses qui ont été faites dans cet univers, aussi une série Netflix. Donc plutôt marrant, je sais pas trop à qui est destiné ce genre d'événement, j'imagine déjà aux fans, mais est-ce que des gens un peu moins fanatiques de la licence peuvent aussi trouver leur contenu et s'y retrouver? À voir, faut essayer, j'avoue que je ne connais pas trop, en tout cas ce sera très disponible vu que ce sera retransmis sur Twitch et YouTube pendant 2 jours, pendant un week-end en plus, donc normalement vous avez un peu plus de temps. Je sais pas trop quoi attendre de cet événement à part juste être une réunion de fans et de personnes qui partagent leur amour pour cet univers. On nous annonce qu'il n'y aura pas de nouveaux jeux vidéo. Étonnant, pas vraiment. On en aurait probablement entendu parler à l'E3 s'il y avait eu une annonce d'un nouveau The Witcher. Clairement, ça aurait été une annonce qui aurait pu faire du bruit. Donc voilà, peut-être des informations sur la saison 2 à venir. Un programme qui est déjà disponible. Vous voyez, avec des tables rondes, des présentations du jeu de cartes, plein de trucs pour vraiment tous les gens qui aiment ou qui veulent découvrir cet univers. Allez-y, ça sera en libre accès sur Twitch et YouTube. Donc vous n'avez pas vraiment d'excuses pour ne pas regarder si ça vous intéresse, bien sûr. Et je trouve ça sympa hein, qu'on ait ce genre d'événement qui rassemble les fans d'un univers particulier. Surtout qu'on crée de plus en plus d'univers comme ça qui sont plutôt étendus et riches et avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est intéressant de réunir un peu tout ce qui a été fait dessus au sein d'une convention, d'une conférence, juste histoire de pouvoir regrouper les gens qui aiment la même chose et qui partagent une passion. C'est vraiment très cool. On continue avec une autre passion, on va parler des jeux vidéo et des tops des ventes par revenu. Et c'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui. Comme d'habitude, le top des ventes Steam, on l'a par revenu, donc en fonction de l'argent généré et pas du nombre de ventes. Donc forcément, ça dépend du prix du jeu déjà, mais aussi bien sûr des microtransactions, des potentiels DLC et tout achat additionnel à l'intérieur du jeu qui font aussi partie des revenus bien sûr. C'est pour ça qu'on a régulièrement par exemple Counter-Strike qui vit très bien de ses microtransactions et qui n'est pas un best-seller au niveau des ventes, mais par contre les microtransactions ça vit très bien dans CSGO. Et cette semaine on a déjà en premier, en top 1, on a Sea of Thieves qui, on l'imagine, bénéficie pas mal de la pub qui a été faite à propos de son nouveau DLC avec Disney et Pirates des Caraïbes, incroyable. Donc on imagine que, voilà, acheter le jeu plus acheter le DLC, effectivement, ça commence à faire un certain prix et du coup, ça fait des revenus plutôt importants. Mais ensuite, dans la suite de ce podium, on a Sekiro en GOTY Edition. Donc ici, pas d'histoire de DLC ou de microtransactions dans le jeu. Il s'élève vraiment à cette deuxième place uniquement en vendant des jeux. Ce qui est assez fou. Et le troisième aussi, vu qu'on a Horizon Zero Dawn Complete Edition. Encore une fois, vous avez les DLC inclus. Donc assez peu de revenus liés aux microtransactions et du coup assez impressionnant. Et si on va un peu plus loin que le podium, on retrouve en quatrième place Forza Horizon 4, lui aussi qui assez étonnant, hein,
de se retrouver là comme ça, quatrième meilleur revenu de la semaine, alors que oui, il y a eu de la pub pour Forza à l'E3, mais en teasant le nouveau, visiblement ça marche aussi pour faire de la pub au modèle, à la version actuelle. Ensuite, on retrouve dans ce classement Halo, The Master Chief Collection, le Valve Index VR Kit. On y retrouve aussi PUBG, assez étonnant, ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu de PUBG. Il revient. On trouve aussi Rust, Forza Horizon. Alors Forza toujours là, toujours là, mais 2 fois en plus, les boss. Et à la dernière place, on retrouve It Takes Two. Donc beaucoup de changements par rapport à la semaine précédente. Et on retrouve effectivement des trucs qui ont été annoncés, enfin qui ont des liens avec les annonces de l'E3, mais pas que. Et c'est assez marrant qu'on ait par exemple du Sekiro ou du Horizon aussi présent dans ce classement. Assez étonnant. Ensuite, on a les classements des ventes consoles. Enfin, console, non, même pas console. En plus, on a. Pourquoi console? Pas du tout. On a PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. C'est vrai que c'est pas console parce qu'on a le PC et en plus on n'a pas la Switch. C'est bête ça, on préférait avoir la Switch à la place du PC. Du coup, PC, pas de changement par rapport à la semaine dernière, hein. C'est assez étonnant. Je sais pas d'où il le récupère du coup ces informations du top des ventes PC. Vu qu'on est ici sur le top des ventes du CEL, le CEL qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Donc en gros, pour faire simple, le syndicat aussi des studios de jeux vidéo français. Et du coup, pas vraiment de best-seller dans ce top des ventes PC. Ensuite, dans les tops des ventes de consoles next-gen, assez peu de changements. On a la troisième place qui change. Sur PS5, on a Resident Evil Village qui remplace Returnal. Donc là, ok, c'est pas, ça reste des jeux récents et ça se bagarre, pas vraiment étonnant. Sur Xbox Series, on a Metro Exodus qui vient d'être refait, donc en Complete Edition, qui remplace Chivalry 2. Là encore, pourquoi pas, on est sur... pour Metro Exodus, on est sur une version refaite, donc encore un peu dans la nouveauté, même si c'est un jeu un peu ancien qui a été refait. Visiblement, ça marche tout de même. Donc pas trop de changements et en même temps pas trop de méga sorties, ni sur PC ni sur console ces derniers temps. On attend encore les jeux next-gen hein, sur les consoles. On commence tout juste à avoir les premiers titres et pourtant les consoles ne sont plus si nouvelles que ça. On va parler rapidement du Xbox Cloud Gaming ou xCloud. xCloud c'est mieux, hein, ils auraient dû garder xCloud comme nom au lieu de dire Xbox Cloud Gaming. En tout cas, il est enfin disponible vraiment sur quasiment toutes les plateformes. Il a fallu un peu tricher pour ça parce que tout le monde n'a pas vraiment totalement accepté d'ouvrir leur système au xCloud. Petit pointage du doigt à iOS hein, qui fait toujours et encore des problèmes pour ouvrir son système et préfère largement que les utilisateurs iOS adhèrent à Apple Arcade plutôt qu'à n'importe quel autre système de magasin d'applications ou services de cloud gaming concurrents. Étonnant, n'est-ce pas? Mais ils ont quand même trouvé des solutions et maintenant c'est disponible sur à peu près tout, que ça soit sur PC, soit via l'application, soit via navigateur, mais aussi sur iOS, du coup là uniquement via navigateur, via Safari ou Chrome. Les deux marchent. Et aussi sur Android bien sûr, soit via navigateur, soit via une application. Ça reste un service qui est encore à l'heure actuelle en bêta, mais bon, il a toujours été en bêta et pourtant ça fonctionne depuis quelques temps. On connaît ces fameux jeux ou services qui restent des années en bêta, voire qui restent toute leur vie en bêta. J'espère que ce ne sera pas le cas ici. Petit point compatibilité au niveau des contrôleurs, et ça c'est assez important. On a bien sûr
la manette Xbox de compatible, ça encore heureux. On a aussi d'autres manettes, notamment la concurrence, les manettes Sony, une manette Razer, mais d'autres manettes. Par contre, et ça c'est un peu embêtant, on n'a pas la compatibilité clavier-souris. Et ça, c'est un peu dommage, surtout à l'heure où on le rend compatible sur PC. La compatibilité clavier-souris, on aurait aimé l'avoir, d'autant plus que les consoles Xbox prennent en charge la compatibilité clavier-souris. Donc voilà, c'est le petit point noir. C'est disponible si vous avez le Xbox Game Pass Ultimate qui coûte 13 € par mois. Et dans ces cas-là, c'est disponible sur à peu près tous les supports iOS, Android et Windows. De quoi tester les trucs. Au niveau de la qualité, on vous promet du Full HD, donc 1080p à 60 images par seconde. Pas plus. Pour l'instant, c'est un peu, peut-être un peu ce qui pêche, mais ce n'est qu'une bêta. On n'oublie pas la bêta. On espère quand même dans le futur avoir, pourquoi pas aller jusque de la 4K. Pourquoi pas, ce serait pas mal. Ou débloquer ces 60 images par seconde à pourquoi pas 120, ça pourrait être aussi sympa. Il vous faudra au minimum 10 mégas, je crois. C'est voilà, 10 mégas pour avoir du Full HD à 60 images par seconde. Bien sûr, comme toujours, comme tout service de cloud gaming, tout ça est évidemment ultra dépendant de votre connexion. Très peu de la plateforme sur laquelle vous faites tourner soit le navigateur, soit l'application, mais surtout de votre connexion internet qui devra être assez performante et surtout assez stable pour ne pas avoir de problème de freeze, latence ou autre expérience désagréable de jeu. En réalité, il faut tester pour voir ce que ça donne. Et l'avantage, c'est quand même le large catalogue de jeux proposé par Microsoft sur son Game Pass. C'est vraiment ce qui donne envie d'utiliser cette solution. 13 €, c'est quand même relativement cher. Mais si le service marche bien et que un jour ça permet vraiment de remplacer, pourquoi pas, la console de salon, ça peut être quand même super intéressant. Il faut voir jusqu'où ça va et si à un moment on arrive à dépasser ce Full HD 60 images par seconde, qui peut sembler un peu limité tout de même à l'heure où les consoles next-gen nous promettent tout de même de la 4K jusqu'à 120 images par seconde. On aimerait pouvoir quasiment bénéficier de ça en cloud gaming, au moins de la 4K à 60 images, ce serait bien. On continue sur un casque Logitech, un tout nouveau casque, le G335. Et honnêtement, il fait un peu cheapos comme ça, on va pas se mentir. En même temps, c'est beaucoup de plastique. Par contre, il est très coloré. Vous voyez, moi aussi j'ai un casque Logitech, mais pas très coloré, hein. On est sur du noir avec petit liseré bleu seulement. Là, on change totalement de style. Il ressemble un peu à mon casque d'ailleurs. Pas totalement, mais un peu. Là, on serait quand même sur le secteur vraiment access des casques gaming. Donc, j'espère un prix. Dans l'absolu, j'aimerais en dessous des 40 €. J'ai peur que ça ne soit pas possible, donc j'aimerais au moins en dessous de 50 €, ce serait bien. Sinon, c'est trop cher, de mon point de vue. Et voilà, il y a des concessions, on va pas se mentir, on est sur beaucoup de plastique. Du coup, en termes de longévité, il faudra voir. En termes comment ça va se tenir dans le temps, bah, comme tout plastique, hein, ça s'use. Mais par contre, en échange, il est très léger. Ça, c'est quand même un gros truc. Il fait seulement 240 grammes, ce qui est quand même très léger. Vous avez une prise jack pour effectuer la connexion audio. Donc ça le rend très compatible avec à peu près tout, vu que tout prend en charge le jack. Et ça, c'est assez cool. Là où, forcément, quand on part sur de l'USB,
ou des trucs encore plus compliqués, et ben on se ferme des portes. Là, vous pourrez l'utiliser avec tout et n'importe quoi, que ce soit un PC, un téléphone, une console ancienne ou next-gen, une Switch, peu importe, vous aurez la prise jack qui va bien. Et en vrai, j'aime bien cette idée de colorer un peu les produits. C'est quand même... Là, c'est un choix fort de couleurs. On est sur un turquoise plutôt vif et tout. J'imagine qu'il y aura d'autres couleurs. On nous parle quand même de couleurs assez colorées, assez claires. Mais en vrai, j'aime bien. Je trouve qu'avoir tout dans des coloris très sombres, très neutres, c'est pas forcément l'idéal. C'est bien d'avoir le choix. Pour les gens qui préfèrent quelque chose d'assez neutre, on prend des couleurs neutres. Mais si quelqu'un veut un casque jaune fluo, et bah pourquoi il n'a pas le droit de l'avoir? C'est dommage. Donc je trouve que c'est bien. Malheureusement, c'est vraiment là pour un seul secteur, le secteur très access entrée de gamme. Encore une fois, il faudra attendre le prix tout de même. Et le petit truc qui va avec, c'est qu'on peut changer ce bandeau là. Mais aussi on peut acheter ça. Par contre, ça coûte 10 balles quoi. Donc voilà, c'est en vrai c'est bien la customisation à outrance, le choix des couleurs, tout ça. Par contre, si voilà, 10 € c'est cher. 10 € c'est cher, surtout pour un casque qui se veut entrée de gamme. Moi j'aime bien hein, le pouce, hein, let's go. Mais 10 € si le casque il en vaut 40, ça veut dire un quart du prix pour acheter le petit pouce en mousse là. Qui s'appelle une bonnette du coup visiblement. Je sais pas, moyen chaud quand même. Moyen chaud, je trouve que c'est un peu cher. C'est Logitech aussi, hein, c'est une grande marque qui se paye en général. Donc j'aime bien l'idée de base. J'espère qu'il sera vraiment très accessible. Moins de 40 € ce serait vraiment l'idéal, mais je pense pas. Malheureusement, je pense pas. J'espère moins de 50 du coup. Ce serait bien quand même. Sinon c'est trop cher. Et voilà, les petites pièces en addition de customisation, c'est cool aussi. En vrai, ça, je trouve ça vraiment cool, mais 10 € pièce, c'est vraiment cher. C'est vraiment cher. Surtout pour un casque. Ce serait un casque haut de gamme à la limite. Sur un casque à 150 €, payer un petit truc en plus à 10 € à la limite. Sur un casque qui coûte 40-50 €, 10 € la petite bonnette, hein, ça fait un peu cher. Un peu cher. On continue dans les configs, on commence avec les PC portables et aujourd'hui 2 PC portables présentés, un à 2000 €, l'autre à 2100 €. On est sur du segment haut de gamme dans le PC portable, des PC portables plutôt orientés gaming, équipés d'une 3080 qui est la carte graphique la plus performante dernière génération de Nvidia pour les plateformes mobiles. Et oui, pas de 3080 Ti ni 3090 en version mobile, malheureusement pour les amateurs de PC portables. Du coup, les prix, on a d'abord un Acer Nitro 5 à 2000 € à la place de 2700 et sinon un MSI, le GP66 Léopard à 2100 € à la place de 2800. Ils sont bien différents, il y a vraiment des raisons de vous présenter les deux, vraiment. Donc restez attentifs, peut-être que l'un ou l'autre va vous intéresser. En point commun, et ça c'est un gros point commun, même je vais pouvoir donner 2 points communs. Déjà ils font la même taille, c'est des PC portables de 15 pouces, les deux, déjà. Et le deuxième point commun, c'est que c'est vraiment des grosses configs en tant que PC portable. On est à 2000 €. Mais on justifie les 2000 €. Là où parfois on paye des PC portables très très chers, c'est pas toujours pourquoi. Là honnêtement, ça vaut plutôt son prix, encore plus à l'heure actuelle où on sait que certains secteurs de composants ont des grosses tensions et des prix assez élevés. On commence du coup avec le Acer Nitro 5 15 pouces, un très bel écran vu qu'on va chercher au-dessus du Full HD, on va en 1440p. Ça c'est pas mal. En termes de taux de rafraîchissement, là aussi on va cocher les cases gaming vu qu'on va chercher les 165 Hz.
Donc une grosse définition, on va pas chercher l'écran 4K, mais en vrai c'est pas vraiment nécessaire. On garde le haut taux de rafraîchissement pour avoir un maximum de fluidité si on veut faire un peu de gaming compétitif. En termes de processeur, on se moque vraiment pas de vous, on vous met un Ryzen 9 dernière génération, le 5900 HS. De quoi vous faire tourner à peu près tout ce que vous voulez, hein. Vraiment, pour un PC portable, c'est assez monstrueux. On a classique les 16 Go de RAM qui vous suffiront pour la plupart des choses, avec j'imagine la possibilité d'en rajouter si vous avez besoin. Du côté stockage, on a classique 512 Go de mémoire SSD avec des débits très performants, et par contre à côté un petit disque dur plus classique, vraiment très classique, d'1 Tera, pas très performant mais ça vous fera du stockage additionnel, et une monstrueuse 3080 bien sûr. Il y a un petit point à noter sur les cartes graphiques RTX 3000. Ils ont changé un peu des choses au niveau de Nvidia pour faire la différence entre chaque modèle, parce que même pour une 3080, il existe différents modèles qui vont pouvoir délivrer différentes performances. Et en fait, c'est un peu à chaque constructeur de PC portable de choisir quel modèle ils veulent en fonction de l'alimentation disponible, de la place, de la chauffe que ça va faire. Et du coup, on exprime leur niveau de bridage en watts. Cette 3080 là est bridée à 100 watts, ce qui est déjà très très bien pour un PC portable, mais on peut aller un peu au-delà. Il y a des PC portables qui vont plus loin que ces 100 watts, du coup on peut en trouver des plus performants. Ça reste une machine de guerre avec un Ryzen 9 série 5000 et une 3080. Ça fera très bien l'affaire, un bel écran, tout ça pour 2000 €. Si vous êtes déjà, si vous voulez payer plus cher, ou si vous préférez MSI à la place d'Acer, ou si vous préférez le FPS, le fast FPS compétitif plutôt que le jeu solo pépère avec une belle résolution, le deuxième PC est peut-être mieux pour vous. On retrouve ici aussi un PC de 15 pouces, classique. En termes d'écran, on fait un choix différent. On abandonne l'idée d'aller chercher du 1440p, on se contente du Full HD. Par contre, en termes de taux de rafraîchissement, à la place des 165 Hz, on décide d'aller plus loin et on va chercher les 240 Hz. Donc pour le fast FPS, c'est le mieux. Tout ça équipé avec un i7 11e génération, les petits i7 qui mettent bien et qui sont gravés en 10 nanomètres et qui régalent bien en termes de performance. Les 16 Go de RAM très classiques. Capacité de stockage 1 Tera de SSD très performant, mais du coup pas de petit disque dur à côté. Et toujours une 3080, et celle-là, elle est bridée à 135 watts. Donc on voit qu'on est allé grappiller des performances supplémentaires par rapport au Acer au niveau de la carte graphique. Et du coup, la carte graphique de ce PC portable sera plus performante que celle du Acer si vous poussez, le PC. Donc 2100 € pour ce PC portable, vraiment orienté gaming, mais aussi, pourquoi pas, pour des créateurs de contenu, des professionnels de l'image qui ont besoin aussi, pourquoi pas, de grosses puissances de calcul graphique. Ça peut vous plaire. On reste sur des machines qui sont orientées gaming mais assez sobres, et avec la bonne dose de puissance et performance sous le capot. Donc ça fait plutôt plaisir. Effectivement, 2000 € et 2100 €. Mais on est vraiment sur le segment haut de gamme, donc là on commence à justifier les prix, alors que parfois on voit des PC portables atteindre les 3-4 000 € avec des configs qui sont pas forcément plus performantes. Donc c'est vraiment du bon matériel. Acer et MSI sont des marques
qui en général produisent du matériel de qualité en plus. Donc si vous recherchez de la puissance dans un PC 15 pouces, ça peut vous intéresser à des prix corrects. Peut-être pas, mais ça va. Ça va. En vrai, 2000 €, une 3080, un i7 ou un Ryzen 9, ça reste à peu près honnête. On continue, si vous préférez un PC fixe, c'est votre choix et je vous comprends. Moi aussi je suis team PC fixe et de toute façon rien ne vaut le rapport prix-performance d'un PC fixe, hein, clairement. Il faudra mettre bien plus cher si vous voulez l'équivalent en version portable. Et ça reste à l'heure actuelle le meilleur moyen de mettre la main sur une carte graphique gaming. Et oui, parce que ça reste très compliqué d'acheter une carte graphique gaming, encore plus quand on parle de celles qui sont les moins chères et les plus accessibles, sans même parler des dernières générations, c'est pour vous dire les problèmes. Donc aujourd'hui je vous montre un moyen. Effectivement il faudra acheter tout un PC, c'est un peu la contrepartie et vous ne paierez pas vraiment moins cher votre carte graphique, voire pas du tout moins cher votre carte graphique, mais par contre vous l'aurez dans un délai très réduit, là où vous pouvez passer plusieurs semaines à essayer d'acheter votre carte graphique préférée dernière génération que vous souhaitez tant. Ici on voit qu'on peut avoir un PC gaming, une config gaming à partir de 800 € avec du coup tout le PC sans Windows. Par contre juste le PC, hein, il faudra rajouter un écran, un clavier, une souris au minimum, mais vous avez tout un PC équipé du coup d'un Ryzen 5 1600 AF et d'une 1660 Super. Voilà, c'est le premier prix. Pour 50 € de plus, vous pouvez passer sur un i5 10400F. Je vous recommande ce genre de config vraiment pour de l'entrée de gamme budget réduit. Ça fera très bien l'affaire pour jouer à quasiment tous les jeux vidéo dans les meilleures conditions possibles en Full HD. Après, si vous voulez chercher un peu plus, il faudra aller mettre un peu plus. Forcément, à partir de 900 €, on a la première config équipée d'une 2060. Du coup, on monte en gamme au niveau des cartes graphiques. Par contre, cette config, malheureusement, est aussi équipée d'un i3 qui peut être un peu léger. Donc, j'aurais aimé vous recommander cette config à 900 €, qui aurait été vraiment intéressante. Mais le i3, ça semble un peu léger. Donc, il vaut mieux partir quand même sur la config équipée d'un i5. Un peu étonnant cette version. Cette version qui coûte du coup... Ah ouais, non, ok. My bad, c'est juste Windows qui coûte 150 €. Autant pour moi. J'ai pas l'habitude. Du coup, je vous conseille plutôt cette version avec un i5 10400F. Vous avez du coup les 6 cœurs, vous avez toujours la 2060, mais on se retrouve à 1050 €. Ça, c'est plus cher. Mais du coup, là, vous avez vraiment une config qui vous permettra vous permettra de jouer, j'arrive plus à parler, de jouer à n'importe quoi, dans des bonnes conditions, quasiment optimales, à presque tous les jeux, parce qu'il existe toujours des jeux comme Cyberpunk qui peuvent poser des problèmes, mais si on enlève le 1% qui peuvent poser des problèmes, tous les jeux, en Full HD, sans aucun problème. Et derrière, bah, vous pouvez toujours aller chercher plus, hein. La première config avec une 3060, on se retrouve à 1400 €, avec du coup un Ryzen 5 3600. Très bonne config, hein, forcément un peu cher, hein, comme d'hab, mais une 3060, carte dernière génération, très performante. Un Ryzen 5 3600 qui est aussi plutôt costaud. Et comme d'hab, hein, vous pouvez chercher avec, si vous préférez, plutôt qu'avoir une 3060, vous pouvez avoir une 6700 XT, ici accompagnée d'un Ryzen 5 dernière génération, mais on passe à 1850 €, on a bien augmenté en termes de prix. Et forcément, les PC de marque comme ça, du genre Alienware, mais aussi Acer, sont encore à des tarifs plus élevés. Ici, on est quand même à 2300 € pour cet Alienware, qui a un i7 11e génération et une 3060 Ti. Ça fait quand même ultra cher ce PC. Chez Acer,
on met des belles marges aussi, hein, 2500 ici, avec un i7 seulement 10e génération et une 3070, 2500 €, voilà. Et si vous voulez toujours plus cher, quel est le PC le plus cher? C'est le Silicium. Ok. Après, celui-là, il n'est pas destiné à tout le monde. On a un Ryzen 9 dernière génération, le 5900X avec 12 cœurs, un monstre. 32 Go de RAM, 2 Tera de SSD NVMe plus 2 Tera de SSD SATA et une 3090. Oui, bon là, en même temps, si on veut faire la config la plus chère, on fait ça. C'est pour les gens qui n'ont pas de budget. Budget illimité. Donc, un très bon moyen d'être sûr d'avoir sa config gaming. Malheureusement, c'est pas un moyen très économique parce que ça vous oblige à acheter tout un PC déjà et ça vous fait pas payer votre carte graphique moins cher et ça c'est un peu dommage. On finit rapidement avec les cartes graphiques. Tout d'abord Intel qui commence à parler de ses cartes graphiques dédiées au gaming, les fameuses Intel DG2. Et on en attend beaucoup, on a eu des petites informations, une première sur un modèle qui est plutôt de gamme, qui du coup serait aux alentours d'une 3070, peut-être un peu en dessous, ensuite un modèle un peu plus accessible qui serait aux alentours d'une 1050 qui commence à être un peu dépassée, des cartes qui seraient du coup équipées de 4 Go jusqu'à 16 Go de mémoire dédiée. Et en vrai, qu'est-ce qu'on attend surtout? C'est qu'ils les sortent et qu'on les teste sur des jeux vidéo. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on nous parle de fin d'année, début d'année prochaine. Visiblement, le programme, le planning d'Intel devrait être lancé fin 2021, début 2022. Ce planning devrait être extrêmement chargé pour la fin d'année 2021, début d'année 2022, vu qu'on devrait voir débarquer visiblement les Intel DG2 en 5 ou 6 versions différentes, hein, tout de même. Donc vraiment avoir des segments de l'Ultra Access, voire à peine gaming à normalement haut de gamme, même si on a un peu peur qu'ils n'arrivent pas à atteindre le sommet du haut de gamme et les cartes les plus performantes gaming de la concurrence, donc 3090, voire même 3080 et 6900 XT, voire même 6800 XT, côté AMD. Mais aussi, on devrait avoir la 12e génération de processeurs Intel, cette génération qui introduit beaucoup de choses, notamment le 10 nanomètres pour les processeurs de bureau, mais aussi normalement DDR5, PCI Express 5.0, la nouvelle architecture Big Little, beaucoup de nouveautés qui vont, je l'espère, booster les performances du matériel Intel et redorer un peu le blason de la marque. Une marque qui a été un peu entachée par cette 11e génération qui a beaucoup déçu et qui a surtout pas convaincu. Au-delà de décevoir, les gens qui étaient chez AMD sont restés chez AMD et certaines personnes qui étaient anciennement chez Intel ont décidé de changer de côté. Donc il va falloir fournir du matériel de qualité et des performances à la hausse pour convaincre de revenir chez eux, ce qui est normal. Mais du coup, ça va faire beaucoup de choses à sortir, beaucoup d'annonces et aussi, et ça peut être un peu plus problématique, ça veut dire que tout va sortir à peu près en même temps, ça veut dire que les lignes de production vont être pleines et probablement saturées pour la sortie en même temps des nouveaux processeurs et en même temps des cartes graphiques, qui devraient, on l'espère, bénéficier du 10 nanomètres, ces cartes graphiques. Donc ça va aussi être un vrai stress test pour les lignes de production 10 nanomètres d'Intel, là où à l'heure actuelle le 10 nanomètres est uniquement utilisé à une partie des CPU mobiles 11e génération. Sur la 12e génération, ça va être généralisé à tout le monde, donc à voir s'ils sont capables de produire suffisamment en masse pour contenter la demande. Ce sera assez intéressant de suivre ça.
on finit avec les prix et les stocks de cartes graphiques. Et comme souvent, petite pensée aux gens qui n'ont pas un gros budget, quand on voit que la première carte graphique gaming disponible ce soir coûte 500 € et c'est une 2060, ça fait un peu mal au moral. Encore plus quand on voit que la deuxième carte graphique gaming disponible coûte 930 €. Donc on a 500 puis 930 € juste à l'aide. Si on a un petit budget ou qu'on n'a pas juste pas envie de mettre trop d'argent dans sa config ou pas besoin, ça fait un peu mal. Donc plus de 6700 XT à moins de 900 €. Ça c'est aussi un peu triste. Il est possible qu'il y en ait eu aujourd'hui et qu'elle ne soit plus disponible, bien sûr, mais ça reste un peu triste. Ensuite, on a la première 3070 Ti à 1000 €. Aussi pas mal cher. On a vu qu'elles avaient quand même descendu un petit peu, les 3070 Ti, mais voilà, visiblement pas tant que ça. On a cette carte qui m'énerve. Elle m'énerve pourquoi? Parce qu'elle est toujours très chère. On est sur une 6700 XT, alors oui, on est sur un grand format, on a mis du RGB, tout ça c'est joli. Oui, est-ce qu'elle est performante? Oui, là n'est pas la question. Mais elle ne devrait pas valoir 1050 €. Et c'est la seule des 6700 XT à se retrouver à ce prix-là en permanence. Donc c'est pas bien. Ensuite on passe au 3080 à 1600 € tout de même. Bon, on est sur une version un peu spéciale, vu qu'on est sur la version Asus Gundam, des versions un petit peu limitées. Elles sont pas vraiment limitées, mais on sait que elles ne seront pas disponibles à l'infini et en nombre énorme. C'est aussi pour ça qu'elles sont très chères. Mais 1600 €, c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont encore disponibles. Ensuite, 3080 Ti à partir de 1680. Vous voyez, si vous n'êtes pas particulièrement touché par le design de cette Asus 3080 Gundam, vous pouvez peut-être vous tourner vers la 3080 Ti qui du coup sera un peu plus performante et coûtera seulement 80 € de plus. Donc ça peut être un bon plan. Surtout qu'il y en a des plus chers. Alors on a la Palette qui est au même prix, mais on a la Zotac qui elle est à 1700. Pourquoi pas? Parce que pourquoi pas. Ensuite on passe au 6900 XT. 6900 XT la moins chère, toujours la même, la Saphir Nitro Plus, légèrement en dessous des 1800 €. Ça reste très très cher, mais c'est la moins chère. Vu qu'on en a des plus chères, celle-là a seulement 10 € de plus, la Asus. Mais voilà, on en a qui sont juste en dessous des 2000, voire au-dessus des 2000. On a d'autres 3080 Ti qui sont aussi largement plus chers, les Palette, les MSI. Voilà, une 3080 Ti qui est presque à 2000 €, hein, c'est quand même dur. Et à la fin, on retrouve les 3090 à partir de 2200 €. Là aussi, c'est des prix très élevés, mais vous pouvez les payer plus cher si ça vous arrange, si vous aimez ça. Il y a la plus chère des 3090, la Gundam Asus, toujours en force, la Gundam, des très belles cartes, mais des cartes aussi très très chères, où vous payez largement le design et le visuel, plus que les performances. C'est toujours un peu dommage, mais voilà, si vous aimez admirer l'intérieur de votre PC, peut-être que vous trouvez l'intérêt de payer ce genre de cartes aussi chères. Je les trouve très belles, mais jamais je me dirais que ça vaut 2900 €. Voilà, toujours le même constat. Pas mal, vraiment beaucoup de références disponibles, mais beaucoup de références disponibles au-dessus des 1200 € dans les segments haut de gamme, très haut de gamme, et du coup vraiment pas destiné à grand monde. Encore une fois, très peu de gens mettent des sommes aussi énormes dans juste un seul composant qui est la carte graphique. Alors oui, c'est un composant très important, mais 2900 €, c'est aussi une somme très importante. Donc voilà, chacun verra midi à sa porte et choisira en son âme et conscience. Pour moi c'est toujours et encore trop cher, malheureusement, et trop peu de références accessibles et entrée de gamme disponibles. Et c'est quand même ça qui m'embête le plus, même si j'imagine que c'est aussi ça qui se vend le plus. Il faut aussi noter ça. Peut-être que le soir, on n'en a jamais parce que c'est aussi ce qui part le plus dans la journée. Ce ne serait pas étonnant, mais c'est aussi ce qui se vend le plus tout court. Donc voilà, il faut faire un équilibre.
En tout cas, on conclut notre point actu hardware du jour là-dessus. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez appris des trucs. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours pour m'aider à progresser. Et je vous donne rendez-vous demain mercredi, pour la suite de l'actualité hardware de la semaine. Et encore une fois, la dernière semaine avant l'été, où on fera une petite pause du point actu, en tout cas sous cette forme quotidienne. Et peut-être passer sur des événements ponctuels s'il y a des trucs intéressants et revenir à la rentrée. En tout cas, merci d'avoir regardé et à demain.